Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Vivotissa. Vivotissa, c'est un podcast d'Afridol où on parle de partage, de transmission, de valeurs et où on apprend des autres. Aujourd'hui, nous recevons Taco. Taco. Hi guys. C'est un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui dans Vivotissa. Ça va? Ça va et toi? Merci, Bien. merci pour l'invitation. T'as passé une bonne journée? Ouais, super. Ouais, top. Ouais, Alors, nickel. moi, je te connais un peu. Présente-toi en fait aux D'accord. auditeurs et aux auditrices. Ouais, déjà mon prénom Taco. Donc même si c'est pas en réalité mon vrai prénom, C'est pas ton vrai prénom? Non, mon vrai prénom c'est Fatima. D'accord. Et mais tout le monde m'appelle Taco. Tout le monde m'appelle Taco depuis l'enfance parce que c'est le prénom que ma mère me donnait petite. Et en réalité, le prénom Taco, ça te donne un peu, quand je me présente, finalement, ça donne un peu plus d'informations que juste mon prénom. D'accord. Parce que c'est, comment dire, ça te donne le ranking, le classement que tu as dans la fratrie. D'accord, ok, ça a une signification particulière. C'est ça. Et dans quelle culture, en Et fait, donc c'est chez les Taco? Soninké, moi je suis originaire, je suis Soninké. Ouais. Et les tacos, ce sont les quatrièmes filles. Donc Les quatrième filles, c'est la pas le quatrième quatrième fille. enfant, non, c'est la quatrième fille de la maman qui D'accord, ok. qui s'appelle Taco. Donc avant il y a les Stira pour la première, etc. Krumba et la quatrième donc c'est Taco. Donc voilà. Donc ça dit, quand je dis Taco, ça dit que je suis une femme, hein. Mais ça dit aussi que je suis Soninké. Ouais, Ça dit que j'ai des frères et sœurs, oui. en tout cas des sœurs, et donc que je suis quatrième. D'accord, ouais, ça porte finalement beaucoup Ouais. d'informations, rien qu'un seul mot. Exactement. Pour les connaisseurs, bien sûr. Eh. Parce que pour moi, j'ai entendu Taco, j'ai dit Taco. Ça. Bon, ça donne aussi quelques blagues, hein, mais oui, effectivement, dans la culture, ça donne un peu plus que juste un prénom. Après, t'as des gens aussi qui vont s'appeler Taco parce que homonyme d'une tante ou d'une mère, Ouais, etc. Mais en général, ça donne le rang dans la fratrie. D'accord, je vais Donc, dormir moins bête ce soir, en tout cas. Celui qui connaît transmet, non? Oui, justement, la prochaine fois, je pourrais faire mon malin, en fait. Avec en disant- quelqu'un d'autre, avec quelqu'un un autre d'autre, Soninké ou Tu une Soninké. sais ce que ça veut dire, Effectivement. Taco, Ouais, et lui ouais. expliquer. T'auras bien raison. Génial. Et les Soninké, en fait, ils sont où en Afrique? Alors, les Soninké, donc à la base, les Soninké viennent d'Égypte. Donc vraiment, si on remonte à l'origine, ils viennent de Soni en Égypte. Et donc le Soninké, les chercheurs disent que le Soninké était déjà parlé à l'époque des pharaons. Ouais. Et donc ils ont migré vers l'Afrique de l'Ouest. Et donc, on les retrouve essentiellement en Mauritanie, Mali, Sénégal, pour la grande majorité. Puis, tu vas en retrouver aussi en Gambie, mais aussi en Guinée. Et puis, il y a une petite communauté aussi en Côte d'Ivoire. D'accord, Donc, ok. Voilà. J'oublie personne, enfin, sinon je vais me faire vite. Mais en tout cas, la grande majorité, elle est dans les 3 pays. Mali, Mauritanie, Sénégal. Toi, t'es Soninké, tu vis en France, donc... Voilà, j'ai une excuse. J'ai une excuse. Non, mais c'est pour dire que en même temps, ils voyagent, donc tu peux pas citer tout le monde. Donc, merci Degla. Je fais comme mes ancêtres, je ne fais que continuer justement le voyage qu'ils avaient initié. D'accord, ouais, tout à fait. Donc, Et les Soninké, donc tu peux nous dire quelques mots en Soninké? J'ai faim, par là, au exemple. Soninké, non? Yo, Namanko. Amoro. Ah bon. Je veux dire, comment vas-tu? Ah, comment je vais? Ok, c'est pas j'ai faim. Moi, c'est j'ai faim qui m'intéresse, en fait, parce que quand tu vas quelque part, il faut pouvoir dire que t'as faim. Si tu veux dire que t'as faim, tu dis Doulenyaninga. Donnez-moi à manger. Ah, d'accord. Là, il faut que tu ailles doucement pour moi, parce que là, je suis pas du tout. Tu peux répéter, là? Déjà, pour dire bonjour, donc tu dis, bonjour. bon, tu peux dire les salutations en arabe, hein. C'est vrai on retrouve aussi quelques mots en arabe chez nous. Donc, avec le assalamu alaikum. Salam alaikum. Donc, voilà. Donc, Amoro, comment vas-tu? Amoro. Amoro, si c'est le matin, pour dire, est-ce que tu as passé une bonne nuit? D'accord. Donc, la façon pour dire bonjour, en fait, on demande si tu as passé une bonne nuit. Exactement. C'est un peu comme, en fond, c'est la même chose, hein. Le bonjour au sens littéral du terme n'existe pas. C'est ça. Tu te préoccupes de comment la personne a passé sa nuit, déjà avant d'aller vers le présent, finalement. Oui. Et donc, tu disais qu'en fond. En fond, on dit Afongandia. Afongandia, ça peut dire est-ce que tu t'es bien réveillé dans le sens où est-ce que tu as passé une bonne nuit et que tu es levé de bon pied, en fait.
Et le fond, donc, on le parle au Bénin. Au Bénin, principalement. J'ajoute principalement. Ouais. En effet, le fond est parlé principalement au Bénin. D'accord. Et quand on parle fond, en fait, c'est un groupe linguistique. Il y a des dérivés, en fait, du fond aussi qui se parlent au Bénin. Ok. Dont le Mari, par exemple, qui fait partie du groupe linguistique fond. Ok. Et le fond, c'est la langue la plus parlée au Bénin, en fait. Ok. D'accord. Non, je ne parle pas fond. Malheureusement, pas encore. Et donc, ouais, non, c'est une langue qui s'apprend. Alors, il n'y a pas encore de cours comme on pourrait avoir, par exemple, pour le Wolof. Ouais. Ici à Paris, mais moi, en tout cas, j'essaie d'apporter ma petite contribution pour transmettre cette langue. Oui, comment tu le fais? Alors, depuis maintenant à peu près 1 an, je tiens une page qui s'appelle Sumpudokati. Ok. Voilà. Sumpudokati. Sumpudokati. J'imagine que c'est un soninké. Oui. Effectivement, Sumpudokati, c'est un terme chez les Soninkéo pour définir en fait la famille, mais au sens large. Sumpu, ça vient du mot nombril, donc sumpo, donc qui veut dire nombril. Ouais. Et kachi, c'est le lait. D'accord. Donc Sumpudokati, c'est les liens familiaux. D'accord. Okay. Voilà, de manière générale. Et donc, je tiens cette page sur Instagram qui est donc un imagier par laquelle je transmets mon amour de ma langue maternelle et le dessin, donc par l'intermédiaire du dessin. Alors, il n'y a pas que le soninké parce que bon, on partage. Tu fais quoi d'autre comme langue? Il y a d'autres langues. Il y a en tout 7 langues, donc le soninké, le halpular, qui est donc le Peul. Ah oui. Voilà. Qui est très parlé aussi. Voilà, qui est aussi parlé beaucoup en Afrique, en Afrique de l'Ouest et même au centre. Un peu partout, en Afrique, et pas que à l'Ouest. Et le Wolof aussi, mais aussi donc le français, l'anglais, l'arabe. Tout ça et le mandarin. D'accord, ok. Voilà. Faut que je vais le noter en bas de la vidéo, voilà. Comme ça les gens pourront aller faire un tour voilà, exactement. sur ce compte-là pour voir à la fois ce que tu fais en dessin. Parce que moi j'ai déjà vu, moi j'aime beaucoup. Donc je pense que ceux qui nous écoutent vont aussi aimer probablement, donc on va partager ça avec eux. Qui joint en fait l'amour du dessin et de la langue. Et des langues, ouais, effectivement. Et donc ouais. Tu parles du Wolof, tu sais qu'elle parle Wolof aussi. I know, je sais. Je sais, Nayoka si t'appuies sur son ventre, là... oui, je sais qu'elle parle Wolof. Nangavi. Je sais bien qu'elle parle... Attends, qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Là, j'ai besoin d'aide, là. Ah ouais. Mon Wolof n'est pas assez pointu. Ok, j'ai besoin d'aide, les gars, pour les Wolofophones. Demande des commentaires, ils vont t'expliquer ce qu'elle dit. Dites-moi ce qu'elle dit, la poupée. Sinon, je vais t'aider. Alors, moi, j'ai envie de te demander un truc, Degla. À quand le soninké pour Nayoka? J'aurais dû m'en douter que tu allais me poser. Ah, oui, non, mais il faut qu'elle parle soninké, Nayoka. Oui, en fait, génial, là elle ne parle qu'une toute petite partie de la riche diversité linguistique qu'on peut trouver, en effet, sur le continent africain. Il y a d'autres projets qui sont en cours pour qu'elle parle d'autres langues. Pas que le soninké. Il y aura le soninké, bien sûr. Sinon, la prochaine fois que je vais t'inviter, tu ne viendras pas. Alors, dis-moi justement, comment t'es venue cette idée, cette idée géniale, j'ai envie de te dire, pour d'une poupée qui parle nos langues? Parce que je suis papa, donc j'ai une petite fille, et j'ai eu envie de lui dire d'être fière de ses cultures, en fait. Ouais. De ses cultures. Moi, je viens d'ailleurs. Je suis en France aujourd'hui, mais je suis né au Bénin. Et je l'ai eu, elle est née, elle, en France, dans un milieu qui n'est pas le mien quand j'étais enfant. Donc, j'ai eu envie de lui dire, t'es dans un milieu différent, mais sois fière de ta culture et sois fière de qui tu es et sois aussi ouverte aux autres. Donc, c'est le message principal que j'ai voulu lui transmettre à elle. Ouais. Et ça s'est matérialisé à travers la poupée. Donc, à elle et puis à tous les enfants et même à des adultes, en fait, en disant, soyez fiers de vos langues. Mais les langues, ce n'est qu'un aspect de la chose. Soyez fiers de ce que vous êtes, de votre culture, de vos cheveux, et de vos parents, de tout ce qu'ils vous ont transmis, et transmettez-les aussi à d'autres personnes. Ouais. Et incitez-les, en fait, à avoir cette authenticité-là et à être aussi
ouvert ou ouverte aux autres. Moi, j'avais une question, en fait. En fait, t'as parlé de ta fille. Oui. Et effectivement, moi, mes enfants, pareil, j'ai 2 enfants, donc... Ah oui, ça, tu ne l'avais pas dit. C'est vrai que tu as commencé par Taco. Il faut que je revienne sur toi, même. Voilà, donc... Taco, elle fait quoi aussi? Ouais, ok. Allez, oui. J'ai 2 enfants, je suis maman. J'ai 2 enfants, donc 10 ans et 6 ans. Oui. Donc, une fille et un garçon. Et effectivement, quand j'ai commencé à dessiner, donc il y a quelques années, c'était déjà, dans un premier temps, pour transmettre la langue à ma fille. Oui. Les enfants, depuis la maternité, finalement, je leur ai parlé soninké. Je leur ai parlé spontanément en soninké. Même si, comment dire, ils baignent, enfin, on vit à Paris, hein, ils baignent dans le français au quotidien. Tous les jours. Moi, j'avais ce souhait de pouvoir leur transmettre cette langue. Alors, moi, je suis née ici à Paris. Hein. Je suis née en France. Mes parents sont originaires de la Mauritanie. Ils sont arrivés en France dans les années 60. Tous les deux, ils viennent de la Mauritanie? Mes 2 parents viennent de la Mauritanie, donc du sud de la Mauritanie, la région du Guidjimara. Ok, donc, je connais pas, mais justement, je vais googliser le pour sud voir. de la Mauritanie qui est un peu frontalier avec le Mali et le Sénégal, en fait. Et donc, c'est là où on retrouve la majorité des soninké de la Mauritanie. Et, donc, les 2, ils viennent de Guidjimara. De Guidjimara, dans un petit village qui s'appelle Ouloumoni. Voilà. Tu es reparti là-bas? Of course. Mais très tard, j'ai connu la Mauritanie très tard finalement. Je suis allée pour la première fois en Mauritanie, j'avais 20 ans. Je ne vous dirai pas quelle année parce que voilà. Non, tu peux me dire, je ne dirai rien à personne. C'est ça. Donc en 2000, quand j'avais 20 ans, je suis allée en Mauritanie pour la première fois. Mais ça va, j'ai pas été dépaysée dans le sens où depuis toujours nos parents nous parlaient de la langue en fait à la maison. Et donc du coup quand on est arrivé là-bas, bah tu te sentais chez toi. Ouais, voilà, j'étais à la maison. C'est génial. J'étais à la maison. J'étais pas perdue dans la langue, ni dans les codes, ni dans la nourriture. Enfin, on vivait finalement en France, mais à la maison et il y avait une espèce de microcosme soninké, quoi. Donc finalement, quand je suis arrivée en Mauritanie en 2000, bah j'étais pas plus dépaysée que ça, quoi. D'accord, bah tes parents ont fait vraiment un excellent travail de transmission et parce que toi tu vivais, tu es né en fait en France. Ouais. Et tu as pu avoir cette double culture et en repartant en Mauritanie à 20 ans, tu t'es senti complètement chez toi. Ouais. Bon après il y avait quand même quelques petites choses qui étaient toujours un peu surprenantes, mais finalement, non, la transition s'est super bien passée. Et puis, il y a même pas eu d'adaptation parce que finalement, dès lors où tu parles la langue, finalement, c'est pas juste des mots. Oui, ça lève des barrières, en fait. C'est ça, exactement. C'est pas juste du vocabulaire. Tu peux communiquer avec des gens auxquels tu n'aurais pas pu accéder du tout si tu ne parlais peut-être pas. C'est ça. Et puis même, tu sais, le mindset, enfin, l'état d'esprit, quand tu parles une langue, il y a un état d'esprit aussi autour de cette langue. C'est super important ce que tu dis là, parce qu'une langue, c'est pas juste des mots. Exactement. C'est une façon de penser, une façon d'agir aussi. Tout à fait. Et ça conditionne aussi l'état d'esprit. D'où l'importance aussi de connaître aussi nos langues. Ouais. Pour ne pas oublier qui nous sommes. Exactement. Parce que la transmission de la culture, elle se fait, pour moi, hein, selon moi, par la langue. La langue, au-delà du vocabulaire, il y a toute une histoire, il y a tout un mindset, hein, finalement, qui va avec et qui est important, je pense, de transmettre à nos enfants. Donc, surtout nous, enfants de la diaspora qui sommes nés ici, avec des parents qui arrivaient du pays. Autant nous, on a eu la chance d'avoir nos parents qui parlaient la langue correctement et qui nous l'ont transmise, mais pour nos enfants, c'est encore le challenge, il est encore plus difficile. Il est plus difficile. Dans le sens où on n'est pas beaucoup réellement à parler nos langues d'origine. Et quelque part, si on fait pas le travail, bah, c'est quelque chose qui peut se perdre finalement. Oui, et c'est quelque chose qui est important pour les enfants en fait. Bien sûr. De comprendre la langue de leurs parents. Et ça leur permet aussi de s'identifier à quelque chose et de comprendre que c'est une richesse qu'il faut sauvegarder peut-être. Tout aussi. à fait, et surtout pour se connaître aussi, se connaître et se construire en tant qu'individu. Si tu sais d'où tu viens, tu connais ton histoire, tu sais par quelle histoire est passé tes ancêtres. Enfin, même si on remonte pas aux ancêtres, mais en tout cas tes parents, tes grands-parents.
je pense que c'est quelque chose qui peut aider dans la construction. Donc, si toi, tu dis à tes enfants, en tout cas, j'imagine qu'ils savent très bien déjà, donc de leur dire que toi, tes parents sont nés en Mauritanie, tu leur expliques d'où ils viennent. Exactement. Ils comprennent en fait qu'il y a d'autres réalités. C'est ça. Et je pense que c'est aussi là la richesse, au-delà de la langue, c'est ce vécu-là qu'il est important de transmettre. C'est ça. Et de le situer aussi dans le temps, dans l'espace, etc. De se dire, oui, on est français. Alors les miens, ils disent en plus, on est français, mais pas que. On n'est pas que, on est aussi mauritaniens et en plus ils sont moitié algériens, ils sont moitié kabyles. Donc voilà, et on recherche où ça se trouve. Est-ce que c'est à côté? C'est pas dans le même continent? Qu'est-ce qu'on mange là-bas? Qu'est-ce qu'on fait? Comment sont les enfants là-bas? Comment ils apprennent? Les écoles sont comment? Enfin, il y a tout un tas de choses finalement autour de ça. Et cet été, par exemple, j'étais au pays. J'ai fait un road trip, donc. T'es parti combien de temps? Je suis parti un mois. Un mois. Je suis parti planter des arbres. D'accord, t'as fait plusieurs localités en Mauritanie. En fait, je suis partie avec mes cousins. On a une association qui s'appelle Win-Win et où justement on lutte pour la justice sociale, mais aussi la justice climatique. D'accord. Et un de nos projets qui est un peu récurrent, c'est justement d'aller planter des arbres. En Afrique. Et donc là, cet été, on était au Sénégal. Donc on a fait... je pensais que c'était en Mauritanie. Ah bah attends, on y arrive. On a commencé par le Sénégal. On était à Dakar avec Dakar et ses environs. Ensuite, on est passé par Saloum aussi, les îles de Sine Saloum. On est allé jusqu'à Bakel. On a de la famille à Bakel aussi. Puis après, on est remonté par le fleuve, on est passé par le Mali jusqu'en Mauritanie. Et à chaque fois, vous avez rencontré les gens qui habitaient là-bas, vous avez discuté avec eux. C'est ça, on a rencontré des gens, donc les locaux là-bas. Et puis souvent, en plus, quand on plantait chez les locaux, soit dans des écoles ou dans les lieux de culte, comme tels les mosquées par exemple, ou carrément chez l'habitant aussi. Parce que l'idée, c'est de planter, mais surtout de confier les arbres aux gens pour que les gens puissent s'en occuper. Quand nous, on n'est plus là. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce voyage-là, en fait? Vous viviez tous en France? Alors oui, c'était un groupe, on était une quinzaine et tous de jeunes de banlieue d'ici, à Paris. Quand on est arrivé là-bas, donc déjà... Humainement, tu prends une claque. Mais une claque, mais dans le sens où, c'est que du good vibes. C'est vraiment une énergie qui te transporte, quoi, parce que c'est, en plus, c'est des arbres fruitiers, tu vois, qu'on plante. Et c'est le 3e voyage de Win-Win qu'on fait, que l'association fait. Et donc, en 3 ans, on a vu aussi les arbres grandir sur les sites sur lesquels on a planté. Donc, tu vois l'évolution aussi du truc. Et puis, et c'est un arbre fruitier, donc les gens vont manger de ses fruits. Et puis, il y a une espèce de transmission aussi, tu vois, qui se fait. Et par le savoir déjà, et puis par la nourriture, par tout un tas de choses. Et humainement comme culturellement aussi, parce qu'il y avait des gens qui connaissaient pas l'Afrique noire là, dans le groupe. Ça a été magique. Alors ça a été dur parce que à un moment donné, on a fait par exemple la traversée du fleuve Sénégal de Bakel jusqu'à Rabou en Mauritanie. Ça a duré combien de temps? Alors de base, c'était une traversée qui devait faire que 3 heures, mais tu connais l'aventure. Ça a duré 12 heures parce que la pirogue est tombée en panne genre 3 fois sur le chemin. On a mis 12 heures pour arriver jusqu'en Mauritanie. Mais tu sais, quand t'es aligné avec ce que tu fais, t'es content, quoi. T'as des difficultés. Ça s'est super bien passé. Ça se passe bien. Ça s'est super bien passé. Malgré la fatigue, c'était juste top, quoi. C'est intéressant. Ce qui m'intéresse aussi dans ce que tu dis, au-delà du fait de planter des arbres, c'est de rencontrer des gens, de discuter avec eux et de s'enrichir de ce qu'ils sont. Ouais. Parce qu'en fait, en vivant dans la diaspora, des fois, on peut penser qu'on part en fait en Côte d'Ivoire, en Mauritanie ou au Sénégal pour que apporter quelque chose. Ouais. Mais finalement, en fait, on voit qu'on apprend beaucoup. Moi, j'apprends beaucoup quand je vais au Bénin. Même si je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin. Chaque fois que je vais au Bénin, j'apprends quelque chose de nouveau.
en voyant les gens faire, avec leurs pratiques, avec leurs contraintes aussi, avec les difficultés qu'il y a aussi, parce que c'est pas, bien je sûr, dis pas que c'est facile. Il y a une réalité, il y a des difficultés. Mais en fait, j'apprends beaucoup, en fait, de la façon de penser de ces personnes-là, dont je fais partie, mais vu que je ne vis plus là-bas tout le temps. Et finalement, c'est quelque chose pour moi de très enrichissant. Ouais, carrément. Et c'est ce qui me touche aussi dans toi, ton expérience, c'est de partir à 15, de rencontrer des gens et de profiter aussi de leur expérience. Ce n'est pas que dans un sens, en fait. Complètement. Tu vois, moi, ce genre de voyage, déjà le terme humanitaire, c'est un terme que j'aime pas trop. Je préfère parler de voyage solidaire. Et de partir comme ça, finalement, le ressenti que j'avais, c'est plus moi qui prenais, tu vois, plutôt que ce que je donnais, tu vois. Et en plus, quand on est arrivé à Khabou, donc Khabou, c'est un des petits villages en Mauritanie, toujours dans le Guidimara, la région du Guidimara, dans le sud du pays. Et c'est le village de ma grand-mère maternelle, que moi, je connaissais pas du tout. Parce que, bon, tu connais, quand on va au bled, en général, on va dans le village du papa. Donc, souvent, nous, on allait dans le village de notre père, qui est pas très loin. T'as pas pu rencontrer ta grand-mère? Alors, non, que j'ai pas connue, parce que ma grand-mère est décédée, ma mère était très jeune quand elle a perdu sa mère. Et je connaissais pas du tout le village de ma grand-mère. Donc, on est allé là-bas. On a planté en plus à Khabou. Et surtout, j'ai rencontré toute ma famille, tous les Ndiaye de Khabou. Et en fait, je me suis rendu compte que le plus gros de ma famille était là-bas. Et ils savaient qui tu étais. Et eux savaient qui j'étais. Mais complètement, eux savaient qui j'étais. Et moi, je rencontrais quasiment tout le monde. Et surtout, là-bas, j'ai rencontré des gens, donc des anciens, qui avaient tellement d'histoires à raconter. Oui. Tellement d'histoires à raconter sur notre famille, qui on était, d'où on venait, ce qu'on fait, nos ancêtres. Non, mais les gars, vous êtes pas prêts! Ah oui, non, mais c'est clair. Et du coup, c'est vrai que depuis que je suis rentrée, je commence à dessiner, à faire un peu de BD. Il y a tellement de choses à raconter, finalement, que je me dis, non, mais une vie, ça suffit pas, finalement, pour dire tout ce qui a déjà été fait, tout ce qui a été accompli par nos ancêtres. Et il y a tellement de belles choses finalement à partager. Et c'est dommage finalement qu'on mette pas la lumière sur ces histoires-là. Ces histoires-là. C'est vrai que des fois on croit inventer des choses, alors qu'en réalité on n'invente pas. En fait, c'est des choses qui ont existé, c'est juste qu'on ne les connaît pas. En fait. Mais c'est ça. Des histoires, des vécus de certaines personnes, des difficultés qu'ils ont traversées et les façons pour eux de les traverser. Et c'est vraiment dommage en fait de ne pas pouvoir attraper toute cette richesse-là, toute cette culture. Et ce que toi tu vis là, en fait, je comprends très bien parce que je le vis aussi quand je rentre au Bénin et que je discute avec certaines personnes, des tantes, des oncles. Mais c'est ça. Et on apprend beaucoup de choses. Mais tellement. C'est vrai, mais du coup, tu vois, nos journées, là, on n'est pas resté longtemps dans le village, mais les quelques jours où on était là-bas, mais moi, je passais mon temps avec les anciens, en fait. Et avec mes cousins, on était là à écouter, enfin, à boire leurs paroles, ok. Encore et encore. Encore. Parce que c'est passionnant déjà. En plus, on parle de ta famille, donc de un tel. Tu connais l'histoire de un tel. Ouais, non, ça a été un voyage magique. Vraiment, je connaissais la Mauritanie, mais pas de la sorte. Pas de la sorte. J'ai adoré. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires, ne serait-ce que si on prend les panégyriques pour rebondir sur ce que tu dis, les panégyriques qui permettent de raconter finalement des histoires de famille. En tout cas, c'est des choses qui existent au Bénin. Et il y a des personnes dans nos sociétés qui existent et qui ont cette capacité mémorielle de connaître des histoires de famille de plusieurs générations. C'est ça. Je sais pas comment ils font. Ils ont juste des mémoires astronomiques. C'est ça. Et ils racontent des histoires sur plusieurs générations, 5, 6, voire même plus de générations, et avec une précision parfois très très surprenante. C'est hyper pointu. Oui. C'est vrai. Après, nous, par exemple, chez les Soningo, mais on le retrouve aussi chez les Halpular ou même chez les Wolof ou les Bambara. Il y a les griots qui sont là, dont la tradition, justement, c'est cette transmission orale des histoires des familles. Mais au-delà des griots, il y a dans les familles mêmes, des gens qui connaissent en fait finalement leur histoire en fait, qui connaissent leur lignée et qui ont en plus une manière de compter les choses dès qu'ils commencent tu es scotché mais c'est ça. Faudrait qu'ils viennent donner des cours de théâtre ou de storytelling, je sais pas comment. Grave. Impressionnant. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit non mais Dieu merci, je comprends ma langue parce que bien sûr. Sinon t'aurais pas pu avoir ça.
Heureusement, parce que justement, ce partage, il se faisait en langue soninké. Donc, je me disais, ah ouais, non, mais merci papa, merci maman, parce que gratitude, parce que sinon, j'aurais pas pu vraiment apprécier finalement à sa juste valeur ces moments-là. Toute cette richesse-là. Donc ouais. Et tout ça fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Exactement. Et tu es maman. Ouais. Mais tu n'es pas que maman. Tu as un compte Instagram qui parle des langues. Dis-nous tout, je suis un peu hyperactive, c'est vrai. Mais oui. Donc, à la base, je travaille... mon socle est financier. Je travaille dans la finance. Donc, je m'occupe des finances d'une maison de mode à Paris. Oui. Et à côté de ça, je fais aussi plein d'autres choses. On a parlé du dessin. Oui. Donc, je fais de l'illustration, mais je fais aussi un peu d'architecture. Je suis architecte d'intérieur. Ouais. Toujours lié au dessin? Ouais, toujours. Le fil conducteur, c'est vrai, c'est un peu ça. C'est quand même le sketching, c'est le dessin. Et donc voilà, je fais aussi un peu de podcast, donc avec les Grincheux. Donc, d'accord. Les Grincheux, qui est une émission... donc, où on parle musique et sport, essentiellement. Il y a un compte Instagram, non? Of course, yes. Les Grincheux. Ok, on le met aussi en bas de la vidéo. Voilà. Et il y a une deuxième émission qui s'appelle Ghetto, où on parle plutôt de faits de société, où on met en lumière, justement, des gens comme toi. Donc, on serait ravis de t'avoir chez nous. Avec plaisir. Voilà. Et donc, voilà. Non, je fais différentes choses. Et puis, après, je suis pas mal impliquée aussi dans le milieu associatif. D'accord. Donc, je t'en parlais déjà tout à avec l'association Win-Win, qui va planter effectivement. des arbres Win-Win. Ouais. Et puis, il y a une association qui s'appelle ASIA, qui est une association qui est toute fraîche. Oui. Et où le but, en fait, c'est surtout la prévention sur la détection des cancers liés aux femmes. D'accord, ok. Donc, quand les cancers du sein, du col de l'utérus, etc. Qui est un énorme big up, un énorme shout-out à ma défunte cousine qui nous a quittés il y a quelques années. C'est quelque chose qui t'a marqué. Voilà, exactement. Et donc, avec Sokona Agari, qui est donc l'initiatrice de ce projet-là, qui vit au Sénégal, qui est rentrée au Sénégal depuis peu maintenant. Elle fait partie de ces fameux repates. Qui est née ici et qui est repartie au Sénégal et qui vit maintenant au Sénégal. Voilà. Et donc, elle a mené ce projet vraiment d'une main de fer. Ah ouais, non, mais vraiment, elle a été géniale. Elle a été géniale. Et puis, c'est que le début. C'est que le début. Là, au mois de mars, on part au Sénégal pour un voyage engagé. Donc, pour une campagne de détection et une campagne de prévention, justement, de dépistage à travers le Sénégal. On commence par le Sénégal, mais guys, on arrive sur toute l'Afrique. D'où te vient toute cette énergie-là? I don't know. Elle vient de la Mauritanie? Je sais pas. Ça doit venir de ce que je mange, je pense, parce que bon, non, je sais pas. Je pense que ce qui m'habite, c'est surtout ce qui m'anime, en tout cas, c'est toujours l'amour de ce qu'on fait, finalement. Ouais. C'est quand on est passionné et qu'on aime ce qu'on fait, finalement, l'énergie arrive. Bon, je dis pas qu'il y a des jours où je suis pas crevée, parce que clairement. Je comprends avec tout ce que tu fais. Mais quelque part, c'est normal. Ouais, mais finalement, c'est quand t'es aligné avec ce que tu fais et ce que tu aimes. Donc toi, c'est facile. T'es bien dans ce que tu fais. Ouais, t'es bien avec toi-même. Ouais, ça va. Ouais. Ça va. Et du coup, t'arrives à trouver de l'énergie pour faire tout ça. Ouais, ça va. Oui, j'y arrive, tant bien que mal, mais en tout cas, toujours avec plaisir. Donc c'est plutôt cool. J'ai envie de te dire, toi aussi, non? Donc oui. Ouais. Donc je suis pas la seule hyperactive ici. Non, je comprends. Ouais, je comprends. Enfin, moi, j'ai un besoin de m'exprimer sur plein de choses différentes, et j'ai besoin de nourrir en fait tout cela. Et je peux pas me dire que je ne fais pas, étant donné en plus que je fais des choses qui pour moi ont de la valeur. Par exemple, je parlais de ma fille tout à l'heure où je voulais transmettre des choses. C'est valable pour de façon plus large que ça. Et je mets beaucoup d'énergie à transmettre la fierté d'être soi-même, déjà aux enfants et même aux adultes, parce que même en étant adulte, on a toujours une part d'enfant en nous. Ouais. Et toi, à travers ce que tu dis, je perçois bien que tu es toi-même. Tu as reçu des transmissions de tes parents, le soninké et plein d'autres choses, des histoires qu'on te raconte quand tu repars au Sénégal ou en Mauritanie.
Et tout ça, c'est de l'énergie, en fait, finalement. Ouais, carrément. Et qu'on réalise peut-être ou pas, mais c'est de l'énergie. Et, je trouve dommage de passer à côté de toute cette énergie-là. Et en même temps, de vivre dans des cultures qui sont pas... Moi, en fait, je suis pas né en France. Ouais. Moi, je suis né au Bénin. T'es né au Bénin. Et je vis aujourd'hui en France. Ma fille vit en France. C'est pas pour ça que je ne suis plus béninois. Je suis toujours béninois, tout en ayant la richesse de la culture dans laquelle je vis. Je pense que c'est important d'avoir cette authenticité d'abord et aussi cette ouverture d'esprit pour faire des ponts entre les cultures. Complètement. Ouais. Et finalement améliorer les sociétés de demain. Ouais, c'est important. Pour nos enfants, déjà. Pour nos enfants, parce que bon, on est tous les deux parents, donc je pense qu'on comprend bien ce qu'on dit. Et c'est important de leur léguer, en fait, cet héritage-là. C'est ça. Pour qu'ils ne se sentent pas déjà amoindris par ce que les autres vont dire, qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont. Tout à fait. Et qu'ils puissent s'épanouir pleinement. C'est ça. Mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Finalement, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on a envie de laisser. Oui. Qu'est-ce qu'on a envie de laisser, le legacy, qu'est-ce qu'on a envie de laisser à nos enfants et quelle trace finalement on veut laisser en partant. Donc tout à l'heure je parlais des arbres. Oui. C'est pas pour rien finalement qu'on a commencé chez Win-Win par le reboisement parce que quelque part on se dit en plantant un arbre, même 100 ans après, enfin il y aura toujours quelqu'un finalement qui va bénéficier des bienfaits de cet acte qui est juste de planter un plant d'arbre ou une graine. Tu vois, ce n'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est pas anodin. Et après, je suis consciente et j'y travaille aussi sur d'autres problématiques à gérer. Disons même pas problématiques parce que j'aime pas trop ce mot. D'autres challenges à relever. Notamment par exemple sur le traitement des eaux usées en Afrique, qui est aussi un des points sur lesquels on se penche sérieusement. Mais il faut commencer quelque part. Donc voilà, nous, on a fait ce choix-là de pouvoir marquer notre temps par des choses qu'on aime faire et qui ont du sens. Ouais. Donc voilà. Et tu parlais tout à l'heure de transmission et de richesse quand tu écoutes des personnes, quand tu voyages, tu rencontres des personnes au Sénégal ou en Mauritanie qui te partagent leur expérience. À ton avis, c'est plutôt une question ouverte. Hein. Comment on peut aller plus loin dans la sauvegarde en fait de ces richesses? La langue est déjà une barrière des fois, la langue qui se perd. Mais au-delà de ça, quelles sont selon toi des pistes? Eh ben là, ce que tu es en train de faire là, c'est exactement une des pistes. Justement pour sauvegarder tout cet héritage-là, parce que nous, c'est vrai qu'on est beaucoup dans la transmission orale, mais finalement, une fois que tous nos anciens seront plus là, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de nos parents qui ont quand même gardé, qui avaient déjà un background beaucoup plus solide que ce que nous, on a finalement ici. Mais nous, notre force, peut-être que c'est aussi les moyens technologiques qui sont maintenant à nos dispositions et qu'on peut mettre à contribution justement pour pouvoir déjà essayer de créer je sais pas moi, des archives ou une banque de données. Une banque de données, voilà. Qu'on crée des contenus qui alimentent cette sauvegarde-là. C'est ça, exactement. Et c'est aussi c'est pas pour rien aussi que je passe par le dessin et parce que bon, il y a les écrits, il y a les livres, moi je suis une mother booker. T'aimes beaucoup lire. J'aime beaucoup lire mais la BD c'est aussi une de mes grandes passions, donc voilà. Et donc pour répondre à ta question, je dirais qu'il n'y a pas une façon de faire, il y a plusieurs façons de faire, mais ce que tu es en train de faire là, ça en fait partie. Donc, oui, c'est vrai. Et moi, j'ai même envie de recevoir ici, dans Vivotissa, des personnes, nos aînés, qui viennent nous raconter, en fait, mais ce serait trop génial. Leur enfance. Mais c'est quelque chose que j'ai en tête, et maintenant qu'on en discute, ça me donne encore plus envie. La mère à côté. Bah oui, ce serait génial. Non, mais bah oui, on fait ça, on se fait ça. Mais oui, ce serait tellement génial, un truc comme ça. Donc, l'idée est brillante. On garde ça. Hein. Et puis, si vous nous écoutez et que vous aimez l'idée, vous pouvez participer aussi, bien sûr. Carrément. Donc, non, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vrai que en rentrant au Bénin, par exemple, j'ai envie à chaque fois d'enregistrer mes parents ou d'enregistrer mes oncles, de ce qu'ils disent, parce que j'ai pas forcément 10 000 occasions d'avoir ce savoir-là, vu que je ne vis plus tout le temps au Bénin. Ouais. Et aussi, il y a beaucoup de personnes, si on parle dans nos villages, qui ont ce savoir-là, qui veulent le transmettre. Ouais.
à une jeunesse qui n'est plus là et qui ne parle même plus ces langues probablement parce que on oublie de plus en plus nos langues. Je parle du Bénin, je parle pas en généralité. Et même s'il y a un travail, je prends toujours le Bénin, il y a un travail colossal qui est fait pour la sauvegarde des langues. Oui. Mais ça suffit pas et je pense qu'il faut aller plus loin et sauvegarder cette richesse culturelle et linguistique. C'est important. Donc, se perd. J'ai hâte, du coup. D'accord. Pour la suite. Il faut en parler à ta maman, donc. Ouais. Alors, elle n'osera jamais venir, mais t'inquiète pas, on va trouver un truc. Mais non, l'idée est super. Ouais. Ok. Moi, je reste sur l'idée là. Ok. Et de tout ce que tu m'as dit que tu fais beaucoup de choses. Tu aimes lire aussi. Ouais. Tu peux nous dire un livre qui t'a marqué? Peut-être qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Dis-nous un seul. Là, comme ça, tu vois, celui qui me vient en tête, comme ça, là, c'est un de mes livres préférés, c'est L'Alchimiste. L'Alchimiste. Ah, non, mais... on est alignés dessus. Hein. J'adore ce livre-là. Non, mais ce livre, genre, je le lis au moins une fois par an. J'aime bien le relire, revenir dessus. Donc, Paulo Coelho. Oui, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Et j'aime bien l'offrir. J'aime bien aussi l'offrir. Donc, t'as dû en offrir déjà une centaine. En fait, il voit que son livre, on l'achète tout le temps, mais c'est toi qui achètes tout, en fait. J'aime bien l'offrir aux gens que j'aime. Et effectivement, je sais pas, c'est un livre qui me parle beaucoup. Après, il y en a d'autres. Hein. Ouais, parce qu'en fait, finalement, dans ce livre, il y a beaucoup de valeurs qui sont dans ce livre-là, quand on le lit et qu'on le comprend vraiment. Et donc, c'est tout un voyage pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un voyage initiatique, je veux dire. C'est ça. Et la leçon dedans, elle est super intéressante. Donc, si vous l'avez lu aussi, vous pouvez en parler avec nous en commentaire. Dites-nous ce que vous avez préféré. Dites-nous ce que vous en pensez et puis on en parle. Mais oui, moi, c'est un livre qui m'a marqué aussi. Je connais beaucoup de personnes qui l'ont lu et que ça a marqué également. Ça m'étonne pas. Je le trouve inspirant et de temps en temps, je trouve surtout dans la société dans laquelle on vit, de temps en temps, t'as besoin de faire un reset un peu de plein de choses. Et en lisant ce genre d'ouvrage, finalement, moi, j'ai l'impression qu'il me recharge, finalement. Ouais. Il me recharge et de la même manière où quand je pars au pays, ça me recharge. Tu vois, c'est une espèce de chargeur vitamine D version. Ça donne de l'énergie. Exactement. C'est comme certaines danses ou certaines chansons qu'on écoute et qui nous donnent de l'énergie. Ouais, carrément. Parce que je sais pas comment ça se passe, mais il y a une sorte de vibration positive qui. Mais oui, mais on n'est que vibration, j'ai envie de te dire. C'est quand tu sais que le corps humain, il est constitué à 70% presque d'eau. On vibre et les énergies, tout à l'heure tu parlais d'énergie, les énergies elles se transmettent, qu'elles soient négatives ou positives, on préfère qu'elles soient positives. C'est de la vibration finalement, et même ne serait-ce que par rapport à quelques lignes que tu lis dans un livre, quand ça te parle, la vibration elle est là, donc ça te touche, donc voilà, de la même manière où quand tu as une poupée qui te dit nangref, tu vois, c'est important cette représentation aussi, tu vois. Donc j'ai envie de te dire moi bravo. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci et j'espère que la prochaine fois ce sera avec ta maman. Je vais essayer, ou une tante, ou en tout cas on va trouver un truc. Et de nous raconter un petit bout de ton histoire qui part de l'Égypte, de Sony. Ouais. Et qui aujourd'hui continue en France, c'est ça, en passant par la Mauritanie, et entre-temps par le Sénégal. Le Sénégal, le Mali. Non, mais, et puis je compte visiter toutes les villes et ça continue. Sur le continent. Et cette transmission que tu fais finalement aussi à tes enfants, que tu as reçu, c'est un héritage que tu transmets. C'est ça. Donc merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie. Et n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Si vous voulez rebondir sur un sujet, n'hésitez pas du tout. Et merci, Taco. Gratitude, Degla. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Ciao. Ciao.